Je me présente, je m'appelle Cyprien, je suis ingénieur logiciel ici à Ineris, donc depuis maintenant 8 mois. Et c'est moi du coup qui vais vous faire la présentation de notre produit, donc le Smart Red One. Alors c'est dans le code Wi-Fi, il est affiché ici, donc c'est Ineris Guest. Donc en port interne, on a deux moyens de communication. Donc soit en branchant des onduleurs ou des batteries en RS485, que vous pouvez voir ici. Il y a le port A, le port B pour la paire, le GND. Et on a aussi donc tout ce qui est relais, donc en IO, input-output, si vous voulez, un boiler. Si vous avez des questions, vous pouvez m'interrompre, hein, pas de souci, n'hésitez pas. Tout ce qui est connectique interne, on a un port USB, donc qui peut être utilisé pour brancher un compteur P1, donc avec un transfo du coup de P1 vers USB. On a un port Ethernet pour brancher le Smart Red One au réseau, ainsi que deux autres ports USB, et du coup, vous pouvez voir à gauche, il y a l'adaptateur AC pour USB complémentaire pour SAV. On propose aussi, il y a plusieurs modules externes, donc un adaptateur RS485 vers Ethernet, un relais vers Ethernet, ou alors un adaptateur P1 vers Ethernet. Si vous voulez brancher du coup un compteur d'énergie en P1 vers Ethernet. Il y a aussi du coup le module RS485 vers USB. Parce que donc là, ce que vous avez, c'est le contrôleur du coup le classique. Et on a aussi un contrôleur light. Et le contrôleur light qu'on propose, il n'y a pas de RS485, donc ça peut être utile si jamais vous voulez brancher un appareil qui a que du RS485. Si jamais vous voulez brancher un appareil qui a que du RS485 dessus. Donc, pour comparaison, donc le Modbus RS485 a une portée limitée de plus ou moins 100 mètres. On peut en brancher que 10 d'affilée, donc en les branchant en parallèle. L'installation est un peu plus complexe, il y a plus de câblage à faire. Et par contre, l'avantage, c'est que c'est indépendant du réseau. C'est des soucis de connexion réseau, l'avantage, c'est que c'est indépendant du réseau. C'est des soucis de connexion réseau, on va continuer de pouvoir les contrôler, même s'il n'est pas bien réseau. Donc c'est stable une fois installé, donc une fois qu'il est installé, normalement il n'y a plus de soucis, on ne doit plus y toucher. Et il faut brancher la résistance de frein ligne. L'avantage du coup de l'Ethernet, c'est qu'il n'y a pas de limite d'appareils, on peut en brancher une vingtaine, voire une trentaine. Le coup de l'Ethernet, c'est qu'il n'y a pas de limite d'appareils, on peut en brancher une vingtaine, voire une trentaine. Théoriquement, c'est limité. On peut utiliser pour ça du coup la fiche RJ45 qui est sur le contrôleur. Et par contre, ça dépend du réseau du client. En fonction de l'installation, des fois, il n'y a pas de réseau, donc il faut mettre des cartes 4G. Et du coup, ça peut invoquer des coûts, pour mettre des cartes 4G. Et du coup, ça peut invoquer des coûts supplémentaires. Donc pour le RTU, il y a des résistances terminales afin de dissiper l'énergie du système de communication qu'il faut brancher à la fin. Donc la valeur de résistance, c'est 120 ohms. L'activation de la résistance, donc elle se fait ici via les interrupteurs DIP. Donc, le noir mène vers le bas, le rouge vers le haut. Donc comme vous voyez dans cette configuration-là, les trois dips sont en fun. Donc, on avait du coup le port RS485A et là le port B qui est là. Donc on voit que c'est connecté en parallèle. Donc, device 1 A, device 2 A, device 1 A, device 2 A, avec la résistance qui est en fin, et ensuite ça revient vers le B. Voilà, dans cette configuration-là, si le Smart One est entre les deux appareils, on change A vers A, et ensuite on met deux résistances en rond. C'est les deux configurations possibles. C'est les deux configurations possibles pour la connexion en RS485. Une fois que le Smart One est branché sur une prise, du coup, une prise électrique, une fois quand il est éteint, du coup, la LED est éteinte. La LED, c'est le petit bouton status que vous pouvez voir au-dessus. Donc sur le dessus du Smart One. Si la LED est en bleu, donc le contrôleur, ça veut dire qu'il est marre. Et violette, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accès Internet. Donc ça peut arriver généralement quand vous faites des modifications réseau. Vous avez par défaut, si le contrôleur est branché sur Internet, ça fonctionne en DHCP, donc avec une IP, adresse IP dynamique. Mais vous pouvez aussi spécifier la RSP statique. Et du coup, s'il y a un problème lors de configuration réseau, ça se peut que. Et du coup, si ça clignote en rouge, ça veut dire que
le contrôleur est en train de se réinitialiser. Donc ça, c'est en cas, si vous voulez changer le contrôleur sur notre installation, vous le réinitialisez pour remettre à zéro. Alors si vous avez fait une erreur de manip dessus, là, on va avoir l'aperçu d'installation sur comment connecter un contrôleur, la mise en service, etc. Après, on fera une démo, on vous montre comment ça fonctionne. Donc ça, c'est notre application. L'application Smart One, c'est notre portail. Vous pouvez voir tous les contrôleurs que vous avez, le flow en direct sur du panneau solaire, etc., l'injection vers le réseau. Donc sur l'application, ici, vous mettez le numéro de série ainsi que le code de vérification. Vous pouvez voir des petites étiquettes sur le contrôleur. Le numéro de série, généralement, il commence par OM224. Et il y a le code de vérification qui est en dessous. En mettant ces deux champs, on peut ajouter, linker le contrôleur à son compte. Du coup, en utilisant l'autocollant qui est sur la boîte. Quand vous avez ajouté un contrôleur, vous pouvez aller dans configuration du contrôleur. Et du coup, il y a deux choix. Donc, soit on va utiliser ce bouton-là de configuration du contrôleur. Une fois que le contrôleur est connecté au réseau, on peut y accéder via l'adresse IP qui lui a été attribuée par le routeur. Donc, une fois qu'on accède à cette adresse IP, on va avoir accès à l'interface de commissionnement. Si on est en local, donc avec une adresse IP locale donc, du routeur, on peut se connecter via les identifiants admin. Et si on est connecté à distance, donc via le portail, on pourra utiliser les identifiants qu'on utilise sur le portail, les identifiants de l'application. Donc l'assistant d'installation, est-ce qu'on va installer les appareils, type onduleur, batterie, conteneur, etc. Son objectif, c'est de recueillir les informations essentielles, type les paramètres du disjoncteur principal, les paramètres du réseau, le mode de contrôle par défaut, l'économie de données, ainsi que les données de localisation. Donc pour la première connexion, une fois que vous avez fait la première connexion, on va vous inviter à configurer le Smart Grid One. Donc toutes les informations essentielles, il faudra les renseigner. Invité à configurer le Smart Grid One. Donc toutes les informations essentielles, il faudra les renseigner. Donc ça, c'est la page d'accueil une fois que vous y accédez. Ici, vous allez pouvoir cliquer sur Assistant de configuration initiale. Et là, on va demander tous les paramètres initiaux. Donc on va commencer du coup par les paramètres. Donc on va commencer du coup par les paramètres du disjoncteur, en mettant le courant nominal du disjoncteur principal. Ensuite, on va demander du coup si l'installation c'est du monophasé ou du triphasé. Si c'est du triphasé, on va demander si c'est du delta ou alors si c'est du Y en étoile, généralement en delta. Ensuite, on va demander la puissance d'importation autorisée et la puissance d'exportation autorisée. Comme ça, quand nous on va contrôler les appareils, on va essayer de restreindre pour ne pas dépasser ces limites-là. Donc ça, c'est les valeurs contractuelles qui sont sous votre contrat à ne pas dépasser. Généralement, il y a certaines installations où on n'est pas du tout autorisé à exporter. Dans ce cas-là, on exporte, on met 0 kW. La puissance d'importation du réseau. Dans les centres de configuration, pour sélectionner plusieurs modes de fonctionnement, pouvoir sélectionner des modes de fonctionnement différents en fonction de l'appareil. Donc, on aura les appareils de stockage type batterie, les appareils de production, donc c'est les onduleurs solaires, les véhicules électriques, les pompes à chaleur, ainsi que les chaudières. Et après, du coup, on a les switches, donc les chargeurs on-off. Il y a différents modes pour chacun. On va passer en fonction des modes. Donc, pour les appareils de stockage, on voit qu'on a trois modes. Soit on choisit de ne pas contrôler les appareils de stockage, donc les batteries. Soit on optimise l'autoconsommation, soit on optimise les coûts, donc en fonction des prix de l'énergie qu'on doit configurer. Soit on fait l'écrêtage de pointe, donc ça s'appelle du peak shaving. Si vous souhaitez faire par exemple de l'imbalance market, du marché du déséquilibre, on aura des intégrations externes pour faire ça avec des partenaires. Et dans ce cas-là, vous mettez contrôle exclusif par API externe. Et si maintenant, c'est une question. Une fois que vous avez mis vos paramètres, vous pouvez faire suivant. On viendra après sur les différents modes de fonctionnement, comment les configurer, etc. Donc ensuite, on l'économiseur de données. Donc ça, c'est si la connexion Ethernet elle est branchée sur un routeur 4G. Donc en général, on recommande un minimum de 5 Go par mois. Et s'il y a plus de 5 appareils, dans ce cas-là, c'est 1 Go en plus par appareil. Donc ça, c'est uniquement si vous avez une connexion Internet mobile. Ensuite, il faudra mettre l'emplacement du contrôleur avec l'adresse précise. Ça nous servira pour faire nos prédictions en fonction de la météo. Et ça servira aussi pour récupérer le pays, les termes dynamiques du pays.
pour la base de données qui sera utilisée pour les tarifs dynamiques. Donc la mise en service. Donc ça c'est l'accueil. Vous avez le numéro de série, la version, est-ce que la connexion cloud, le statut, si c'est OK. Vous pouvez faire du coup les tests internet sur cette page-là et voir si votre Smart Home a bien été configuré. Donc, vous pouvez voir la liste des étapes de configuration. C'est l'assistant pour ajouter des nouveaux appareils du coup au contrôleur. Donc, pouveur qu'on supporte compteur d'énergie, onduleur solaire, pompe à chaleur, station de charge pour véhicule électrique, système de batterie, des charges contrôle marche-arrêt, donc des switches, des BMS, compteur d'eau, compteur de gaz. Catégorie, vous allez pouvoir sélectionner une marque. Donc, une fois que vous avez sélectionné une catégorie, vous allez pouvoir sélectionner une marque. Pour la liste des marques qu'on supporte, vous aurez du coup à la fin, il y a un lien avec vers notre documentation. On a toutes les marques qu'on supporte et tous les appareils qu'on supporte différents. Vous sélectionnez comment vous souhaitez ajouter votre appareil. Donc si c'est en TCP ou en RS485, comme on l'a dit avant. Et vous pouvez aussi sélectionner des convertisseurs, donc Ethernet vers TCP ou P1 vers USB. Donc ensuite, vous sélectionnez les protocoles. Donc là, c'est du mode Bus Spec. Donc ça, c'est pour un compteur d'énergie, par exemple. Ensuite, vous allez sélectionner ajouter par MAC adresse si c'est par TCP. Dans ce cas, vous aurez la liste de tous les appareils qui sont connectés au réseau. Et vous allez pouvoir directement sélectionner l'appareil qui est concerné. Voilà, du coup, une fois que vous sélectionnez un appareil, ici vous avez la liste de documentation. Vous pouvez voir tous les types d'appareils qui sont disponibles. Donc là, pour Atronix, on voit qu'on a vraiment une phase et trois phases qui sont disponibles. Elles sont pas compatibles mode plus TCP, mais elles sont compatibles à 485. Bon. Là, vous avez le résumé du scan, donc avec le port utilisé, les paramètres de connexion, vous le laissez par défaut. Et du coup, une fois que vous avez ajouté l'appareil, il va apparaître dans votre liste d'appareils. Pareil, il va apparaître dans votre liste d'appareils. Donc ça, c'est un exemple. Donc ça, c'est la liste d'appareils du contrôleur. Donc on voit qu'il y a un compteur d'énergie Sagemcom. Il y a un onduleur solaire, du coup, Enphase. Et on a aussi un autre onduleur, du coup, Sofa. Pour voir les mesures, du coup, s'il y a des problèmes lors de la récupération des mesures. Et du coup, on peut voir si lors de la récupération des mesures. Et du coup, on peut voir si le contrôle de l'appareil est disponible. On peut voir par exemple que le Sofa, à mon avis, c'est un onduleur hybride. Donc, si vous voulez tester du coup que le contrôle fonctionne bien, comme vous pouvez le voir ici, il y a un petit bouton tester commande manuelle. Vous appuyez dessus et du coup vous allez pouvoir envoyer des commandes de charge ou de décharge. Par exemple, pour un onduleur, là c'est pour un chargeur du coup électrique, donc vous allez pouvoir tester le courant de charge maximal. Pour un chargeur du coup électrique, donc vous allez pouvoir tester. Ensuite, du coup, les groupes. Les groupes, ça va permettre de définir, de créer une hiérarchie. Donc, la hiérarchie des appareils à contrôler, la hiérarchie des appareils à surveiller. Donc, ça va être semblable au schéma électrique de votre installation. Donc, par où l'énergie entre et par où l'énergie sort, au niveau des groupes. Donc là, on voit qu'ici, on a le compteur intelligent. Donc, par exemple, vous avez ce schéma unifiliaire là. Vous allez faire quelque chose d'assez semblable, du coup, au niveau des groupes. Donc là, on voit qu'ici, on a le compteur intelligent, donc c'est l'entrée du coup du réseau. Ici, vous avez du coup votre tableau électrique. Ensuite, pour chaque ligne, vous avez du cuisson, cuisine, bouilloire, four, etc. Du coup, sur le tableau électrique, vous mettez chacune des lignes. Donc, réserve, petite cuisson, cuisine, four. Voilà. Donc, vous avez du coup dans l'onglet groupe. Les groupes, par défaut, ils sont générés automatiquement. Mais en fonction des spécificités, vous pouvez du coup les modifier. Donc, il n'y a pas de mesure pour les niveaux intermédiaires. Par exemple, pour un tableau électrique. Nous, les mesures, elles vont uniquement être au niveau des appareils. Donc, les groupes avancés, donc si vous choisissez de faire groupe avancé, ils seront à faire à la main. Donc c'est uniquement si nécessaire. Par défaut, normalement, on n'a pas besoin d'aller sur les groupes avancés. Ça va être plus pour les installations complexes, il y a des CD différents. Si jamais il y a, par exemple, une éolienne, du coup, il y aura beaucoup de puissance dans ce cas-là. Du coup, les sources de données externes. Donc, si vous avez l'onglet sources de données externes en haut dans le menu, sur lequel vous allez pouvoir ajouter des nouvelles sources de données. Donc, ça peut être soit des données
Ensuite, du coup, les sources de données externes. Donc, ici, vous avez l'onglet sources de données externes en haut dans le menu, sur lequel vous allez pouvoir ajouter des nouvelles sources de données. Donc, ça peut être soit des données de prix, pour que nous on sache quel prix le client utilise, ou alors des signaux externes, donc pour le contrôle des appareils. Donc ça, par exemple, c'est pour les signaux externes. C'est par exemple Franck Énergie, Pluvius, Yuzo, etc. Webmate. Donc, vous allez sélectionner votre fournisseur. Ensuite, vous allez pouvoir mettre les détails de votre contrat, quel appareil on veut contrôler, etc. Du coup, pour les paramètres, donc ça on a déjà vu. Donc là, on va voir du coup les détails pour chacun des paramètres. Consommation, optimisation des coûts, etc. Ok. Donc si vous changez le mot de passe, c'est aussi dans les paramètres. Vous mettez une authentification à deux facteurs. Vous pouvez sélectionner une période de redémarrage automatique. Donc ça peut être utile si jamais il y a des appareils qui changent fréquemment d'adresse IP. Par exemple, soit ils ont une adresse IP statique, auquel cas le problème n'est pas là. Mais sur l'adresse IP DHCP, je sais qu'il y a certains appareils qui redémarrent tous les jours et qui changent d'adresse IP. Et sur l'adresse IP DHCP, je sais qu'il y a certains appareils qui redémarrent tous les jours et qui changent d'adresse IP. Vous allez pouvoir du coup voir l'utilisation du réseau donc en data, en data téléchargée, envoyée. Ça, c'est la configuration réseau du coup, de notre appareil, du contrôleur. Par défaut, du coup, on est en DHCP. Si possible, vous pouvez changer l'IP en mode statique. Et nous, on recommande du coup par défaut DHCP. On a laissé la possibilité de le faire. Donc, l'IP statique, donc le contrôleur peut recevoir une IP statique en dehors de la plage du routeur. Le problème étant que si ça arrive, du coup, le contrôle n'est plus accessible par nous. Vous êtes obligé de nous renvoyer et de le remettre à zéro. Donc, il faut faire très attention si vous changez les paramètres du coup ici. Il faut faire très attention si vous changez les paramètres du coup ici, les paramètres Ethernet de notre IMS et que vous mettez une IP statique, faire la bonne configuration dès le début. Donc solution 1, si jamais vous mettez en IP statique, il faut vous connecter en direct avec l'ordinateur. Vous connectez le contrôleur à l'ordinateur avec un câble Ethernet et vous configurez l'adresse IP statique via le PC dans la page réseau du contrôleur, donc celle que vous avez spécifiée. Ou alors vous réinitialisez l'appareil avec le bouton. Donc vous pouvez voir sur le contrôleur, il y a un bouton de réinitialisation vraiment. Et pareil, la connexion directe à l'ordinateur, vous pouvez le faire si jamais vous vous êtes trompé d'adresse IP statique. Mais ça va être compliqué, il faut avoir beaucoup de connaissances en réseau et ça prend du temps. Le plus simple, c'est la réinitialisation physique en appuyant du coup sur le bouton pendant 5 secondes. C'est pas le mode écrit. Du coup, par défaut, le connexion service à distance il est activé. Donc, en utilisant le port 1194, ça nous permet nous de communiquer avec notre contrôleur pour récupérer les mesures, etc. On vous conseille de les activer. Vous pouvez sauvegarder les paramètres et les restaurer. Donc imaginons si pour réinitialiser les contrôleurs, vous pouvez faire un backup et vous pouvez restaurer avec le backup que vous avez fait. Si vous voulez utiliser la sauvegarde sur faire la sauvegarde d'un appareil puis avant, puisqu'il peut y avoir des problèmes du coup avec le numéro de série, etc. On est en train de le régler ce problème, mais si vous voulez le faire, vous nous contacter avant. Non, si on a amené à l'avenir à remplacer le. On peut démarrer l'onduleur en appuyant ici à distance, si besoin. Généralement, c'est pas utile, mais peut arriver. Et ensuite, vous pouvez aussi modifier les paramètres avancés. On conseille de ne pas les modifier, accepter les deux premières valeurs. Donc, c'est la période de lecture des données. Tous les combien de temps on va aller récupérer les nouvelles mesures. Et par défaut, c'est une seconde. Toutes les secondes, on va récupérer, on va dire, les mesures des appareils. Et du coup, on a aussi la période d'exécution d'un planificateur.
Planificateur, c'est notre outil qui va nous permettre de calculer à quelle puissance on va charger et décharger la batterie en fonction des coûts d'énergie. Est-ce qu'on va faire des réductions de puissance, etc. Et généralement, notre planificateur, il s'exécute entre 1 à 5 secondes. Et généralement, notre planificateur, il s'exécute entre 1 à 5 secondes. C'est la période qu'on peut. Ce que vous pouvez changer aussi ici en bas, c'est le facteur de sécurité, la limite du réseau. Donc, par défaut, il est à 0,9. Donc, si je le retire. Donc ensuite, c'est cliquer sur à propos pour le numéro de série, la version, et voir du coup les ports qui sont disponibles. Par défaut, c'est RS485 et RS232, le port P1, et on peut pouvoir les relais et les digital input. On peut aussi voir du coup le journal de modification pour voir du coup un sage MCOM, donc c'est un compteur d'énergie et réseau, ainsi que donc ensuite on va voir la page données. Donc la page données elle va nous permettre de suivre les mesures qu'on lit depuis les appareils. Donc là, dans l'exemple, on a du coup un sage MCOM, donc c'est un compteur d'énergie et réseau, ainsi que une gateway on phase avec une dizaine d'ondulats. Donc si on clique sur le sage MCOM, on peut voir la liste des données qu'on récupère. Donc là, on a le volume en mètres cubes, j'imagine que c'est volume d'eau, volume de gaz. On a la puissance par ligne, on voit du coup la puissance par ligne en watts, en ligne 2, ligne 3, donc là, on suppose que c'est une installation en puissance réactive. Donc là, on a le voltage par ligne, etc. Donc ça c'était l'exemple pour un compteur d'énergie, mais on peut aussi du coup, lire aussi les mesures du coup pour une batterie, pour un onduleur, sur le véhicule électrique. Donc tous les appareils qui sont compatibles. Donc ça c'est une documentation, vous pouvez mettre en français. Euh, du coup, je pense ce qui vous intéressait le plus, c'est l'appareil pris en charge. Du coup, pour manuel d'utilisation, donc le lien c'est docs.eneris.be. Tac tac, la démo, c'est bon. Donc, l'algorithme. Donc, on va voir les principaux fondamentaux de l'installation. Donc, les différents modes de fonctionnement par type d'appareil, etc. Donc, les limites de courant et de puissance de l'installation sont toujours surveillées, sauf si l'option ne pas piloter est sélectionnée. C'est-à-dire que si on sélectionne ne pas piloter, on va envoyer aucune commande. C'est-à-dire que si on va commencer à avoir trop de consommation, on n'enverra pas non plus de commande de décharge à la batterie pour essayer de ne pas dépasser la limite de commande de décharge à la batterie pour essayer de ne pas dépasser la limite autorisée d'import et d'export. Mais sinon, peu importe le mode, hors ne pas piloter, on va faire en sorte de ne pas dépasser du coup la puissance maximale autorisée. Du coup, pour les batteries, on a maximisé l'autoconsommation. Dans ce cas-là, on va réguler la puissance du réseau vers 0. Ensuite, on a uniquement peak shaving ou minimisation des coûts. Peak shaving, ce qu'on va faire, c'est qu'on va absorber les pics, donc les fortes puissances, et vers le réseau. Donc des fois, pour certaines industries, on aura des pics de puissance à certaines heures. Et dans ce cas-là, la batterie va uniquement servir à compenser ces pics de puissance pour pas faire disjoncter le disjoncteur. Donc par exemple, là on voit dans le graphique le disjoncteur. Donc par exemple, là on voit dans le graphique, elle va commencer à décharger ici pour compenser la pique. Donc on va lui régler par exemple, commence à décharger à 100 kg et arrête de décharger une fois qu'on fasse en dessous de 80 kg. Parce qu'elle va descendre. Il faut que tu vas décharger jusqu'à ce moment-là. Et dès qu'on descend, tu descends. Il faut que tu vas décharger jusqu'à ce moment-là. Et dès qu'on descend sous 80 kg, elle arrête, donc elle attend. Et aussi, on va pouvoir dire, ok, commence à charger une fois qu'on descend en dessous de 20 kg. Elle va charger, elle va charger. Et une fois qu'on va passer à 40 kg, on arrête de décharger. On arrête de charger. Ensuite, du coup, optimisation des coûts. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est pour, on charge et décharge la batterie afin d'obtenir les coûts les plus bas. Ça, c'est en cas de tarif dynamique. En général, on charge au prix bas et on décharge au prix le plus élevé. Donc ça, du coup, c'est variable, elle dépendra
Donc, comme je l'ai montré tout à l'heure, elle va dépendre du coup de la différence de prix que vous avez mis. Et ensuite, du coup, si le commerce d'énergie est autorisé, on va vendre éventuellement l'énergie de la batterie au réseau. Il peut y avoir un risque en cas de consommation imprévue, donc c'est vraiment en cas de consommation imprévue. Puisque les consommations habituelles, notre, notre algorithme va les calculer et vu qu'on a l'historique des consommations, on va pouvoir donc voilà, optimisation des coûts, différence de prix, donc comme on l'a vu. Donc la différence de prix minimale. Donc la différence de prix minimale, dans ce cas la batterie est utilisée que si le prix de l'énergie déchargée est inférieur à la différence de prix définie par rapport au prix de l'énergie chargée. Donc si on la charge à 15 centimes et qu'on met une différence de 4 centimes, dans ce cas-là, c'est qu'on va décharger que si on passe au-delà de 19 centimes. Les pertes dans la batterie et l'onduleur. C'est considéré comme un coût supplémentaire. Si je reviens ici, du coup, dans la liste de nos appareils, donc optimisation des coûts. Bon, ça c'est un exemple de ce qu'on peut voir du coup sur une batterie. Donc là, on voit le statut de la charge, donc la batterie décharge. Et du coup, on peut voir en dessous le prix de vente et le prix d'achat. Donc c'est classiquement, on voit que vers donc c'est classiquement, on voit que vers midi 13h, les prix sont très faibles, vu qu'il y a beaucoup de production. Et quand onduleur photovoltaïque, du coup, on a deux choix. Donc minimiser les coûts, ça veut dire que si les prix d'injection dans le réseau sont négatifs, dans ce cas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réduire et on peut aussi limiter la réinjection au réseau à la puissance autorisée. Donc si on a 50 kW pic de production mais qu'on a une puissance donc si on a 50 kW pic de production mais qu'on a une puissance de réinjection de 40 kW autorisée, donc on a trois choix pour miser les coûts. Quand le prix de vente est positif, on va produire autant que possible jusqu'à la limite autorisée. Si le prix de vente est négatif, dans ce cas-là, on va limiter la production à ce qu'on consomme, pour pas injecter dans le réseau, mais pour pas importer non plus. Et si le prix d'achat est aussi négatif, dans ce cas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va et si le prix d'achat est aussi négatif, dans ce cas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va limiter à zéro pour consommer le plus du réseau afin de réaliser. Ensuite, on a deux autres choix, donc c'est limiter l'exportation à la puissance autorisée, pas dépasser les limites qui sont indiquées dans le contrat d'énergie, et du coup produire autant que possible jusqu'à cette puissance autorisée, sans ne pas la dépasser. Pour les bornes de charge, on soit maximise l'autoconsommation, soit on minimise les coûts. Et ensuite, on a aussi l'autre choix, c'est peak shaving, équilibrage de charge. Donc si jamais il y a un pic de production, on va baisser la puissance de charge des véhicules électriques pour compenser ce pic. Donc maximiser la consommation, charger autant que possible avec de l'énergie solaire. Minimiser les coûts, on va charger le plus possible avec l'énergie la moins chère. Et enfin, peak shaving, on va limiter la charge au limite du réseau, afin de ne pas dépasser ces limites-là. La puissance minimale qu'on peut mettre, c'est 6 ampères, on peut pas mettre en dessous. Et il y a certains modèles de chargeurs qui autorisent du coup. On peut pas descendre en dessous de 6, mais on peut passer de 6 à 0 pour couper directement. Chargeur. Donc, ici, il y a deux options qu'on peut choisir. Donc, c'est autoriser du coup la batterie afin de charger les véhicules électriques. Par défaut, c'est oui. Vous pouvez mettre non. Auquel cas, on va utiliser la production solaire. C'est autoriser la suspension de la recharge. Donc, par défaut, on met non parce que c'est expérimental. Sur certains modèles de véhicules électriques, on peut descendre à 0 kW. Normalement, par défaut, on peut descendre jusqu'à 6 ampères, donc 1,4 kW. Et pour certains modèles, on peut descendre en dessous de ces valeurs et littéralement mettre en pause la charge. Et ce départ pour pouvoir aller à zéro, c'est Donc, s'il y a plusieurs bornes de recharge et zones de recharge, la puissance est répartie de manière proportionnelle entre les véhicules connectés, en tenant compte des priorités. Donc, imaginons on a 100 kW, ici on a 20 kg, 20 kg, 15 kg, 15 kg, 15 kg. Si ils ont tous une priorité normale et les deux là ont une priorité qui est plus importante, dans ce cas-là, ils recevront plus de puissance que les autres ont une priorité qui est plus importante. Dans ce cas-là, ils recevront plus de puissance que les autres chargeurs. Donc, zone de recharge et batterie pour soutien réseau. Donc, une limite de réseau restreinte avec la puissance supplémentaire provenant de la batterie. C'est un client qui ont une batterie conteneur et qui ont que des bornes.
et utilisent du coup la batterie pour compenser ce qu'ils importent du réseau. Et ils ont juste une installation, il n'y a que des bornes de recharge et une batterie, ou même faire sans batterie, et juste pour limiter la puissance, pas disjoncter sur l'installation 100 kW avec 5, pas disjoncter sur l'installation 100 kW avec 5 bornes, j'utilise Smart Grid pour limiter les bornes. Donc, ça, c'est la vue sur l'application. Donc, on peut voir qu'il y a une borne Alphen, donc qui a chargé 0 kg. Et on peut aussi mettre des paramètres sur le chargeur. On peut mettre des horaires de charge pour dire, imaginons, tous les jours de la semaine, à 17 heures, il faut qu'on ait chargé au moins 100 km. Parce que même si la météo elle est mauvaise, c'est pas mais que si on a des collaborateurs sans qu'il y a des bornes au travail, c'est pas mais que si on a des collaborateurs sans qu'il y ait des bornes au travail, on peut dire que à la fin de la journée, ils ont au moins chargé 100 km, ça leur permet de retourner chez eux. Même si jamais la météo est mauvaise, pour les pompes à chaleur, chauffe-eau et charge marche-arrêt, donc il y en a un temps minimum et maximum de marche-arrêt ou de boost. C'est qu'imaginons notre puissance solaire, elle va osciller entre 4 et 6 kW, et qu'on dit qu'on va on va mettre la pompe à chaleur en marche à partir de 5 kg, on va dire qu'elle sera en marche au moins une demi-heure. Parce que si la puissance. Donc on a un mode standard qui est marche boost. Donc le fonctionnement normal activé, le contact n'est coupé que lorsque la consommation n'est pas avantageuse. Application, chauffage par résistance, chauffe-eau. Par contre, là, imaginons qu'il a compris que voilà, là c'est le moment. Ensuite, du coup, il y a le mode standard arrêt blocage. Donc le fonctionnement normal, c'est désactivé. Donc, et le contact, il sera activé uniquement lorsque la consommation elle sera avantageuse. Type chauffage de piscine, on va injecter que le surplus. Alors que dans l'autre sens, c'est plus si jamais c'est pas avantageux, on va le couper. Parce que si jamais c'est pas avantageux, on va le couper. Parce que si, par exemple, pour ce mode de fonctionnement là, type chauffe-eau, si un jour il fait pas beau et qu'on est sur un mode standard qui est à l'arrêt, dans ce cas on peut se retrouver le soir sans avoir d'eau chaude. Ce qui est un peu dérangeant. Du coup, on préfère du coup avoir un mode standard qui est en marche pour des chauffe-eau. Donc comme on peut le voir, bon c'est en néerlandais, mais du coup ici sur les paramètres on peut choisir le mode de fonctionnement standard. Si c'est en standard, si c'est à l'arrêt ou si c'est bloqué. Le mode de fonctionnement, c'est maximiser l'autoconsommation. Dans ce cas-là, on va se baser sur le surplus de production solaire. Minimiser les coûts, on va essayer du coup de activer le relais quand les coûts seront faibles. Ou alors le peak shaving, donc équilibrage de la fonction faible. Ou alors donc maximiser l'autoconsommation de préférence, on va planifier lors d'un surplus de production, mais aussi pendant les périodes de faible consommation. On va planifier lors d'un surplus de production, mais permettre une consommation depuis le réseau. On ne planifiera que s'il y a un surplus de production qui est suffisant, afin de ne pas consommer depuis le réseau. Minimisation des coûts, dans ce cas-là, on va activer en cas de prix bas et désactiver en cas de prix élevé. Et ensuite, pour le peak shaving, dans ce cas-là, on va activer qu'en cas de forte production ou désactiver en cas de forte consommation. La flexibilité, elle est quand même assez limitée. Le déséquilibre, donc pour l'imbalance, ou alors par des tiers. Ça peut être Yuzo, Franck Energy, Edme, Dexter, etc. Et dans ce cas-là, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste faire suivre les commandes. Donc on va juste faire suivre les commandes du prestataire externe. Et si jamais il y a une perte de connexion, dans ce cas-là, ça va imaginons dans les paramètres pour une batterie, donc là on est en autoconsommation, on va ajouter du coup une source de données type Yuzo pour faire de l'imbalance, ou Franck. Donc si jamais on perd la donnée avec Franck à un moment ou à un autre, là on va basculer sur le mode de fonctionnement qu'on avait mis ici dans les paramètres, qui est autoconsommation exclusif par API externe. Si jamais il y a une perte de connexion, jusqu'à là on va juste ne pas contrôler la batterie. Donc voilà, via l'API Kineris, principe de base, le contrôleur suit un signal de commande externe. On va juste suivre le signal. En cas de perte du signal externe, le contrôleur revient en optimisation des coûts, peak shaving. Ouais, en cas de perte, c'est une perte des clients, en fait. Si le réseau tombe, si le routeur il n'y a plus de réseau, ça peut être plusieurs causes sont possibles. Mais c'est littéralement en cas de perte du réseau.
au réseau. Là, ça va être la partie consommation de données et pare-feu. Donc pour la consommation de données, on recommande, enfin ça s'applique uniquement pour les installations avec data limitée. Donc on recommande un minimum de 5 gigas par mois. Et un partage qui est fait sur le marché du déséquilibre, l'imbalance market, donc par des tiers ou via une API, type Yuzo, Frank Energy. Dans ce cas-là, on recommande vraiment une connexion Internet fixe parce que c'est beaucoup plus stable. Et si jamais du coup il n'y a pas de connexion, ça peut potentiellement coûter cher à l'utilisateur. Donc la consommation de données, elle dépend fortement de l'intégration. Et pour les installations critiques, si jamais c'est sur du forfait 4G, dans ce cas-là, on recommande un forfait sans limite pour éviter du coup une perte de réseau ou d'atteindre la limite de data. Bonne couverture indispensable. Et du coup, si jamais il y a besoin, couverture indispensable. Et du coup, si jamais il y a besoin, sur Internet mobile, on a la fonction économie de données, qu'on avait vu tout à l'heure. Donc, on a des ports à ouvrir, que on vous conseille de demander à l'administrateur IT si jamais c'est une installation type bureau. Donc, les ports à ouvrir en TCP, c'est le 80 443, 11 94, 18 83, 8883 et 123. Si jamais c'est dans un réseau VLAN, dans ce cas-là, il faut configurer un réseau local et c'est pas connecté dans le réseau séparé. Donc si on fait un réseau séparé comme les contrôleurs, il faut aussi mettre les onduleurs, les batteries lesquelles on veut communiquer. Sinon, on ne sera pas capable de communiquer avec et on ne pourra pas les ajouter. Si on est en TCP, quoi, mais si on est en câblé, Donc l'application SmartRead One est disponible sur les deux stores, donc Apple App Store et Android. C'est possible du coup de faire du white labeling. Si jamais vous voulez faire un contrôleur avec votre propre logo d'entreprise, votre propre marque, on peut faire du white labeling et avoir une application du coup au nom de l'entreprise. L'application est disponible sur les stores, comme j'ai dit. Euh, une fois que vous avez commandé, vous pouvez vous contrôler, vous pouvez vous demander une création de compte. Donc un compte sur notre application SmartRead One. Donc ça c'est la vue que vous avez pour voir du coup un contrôleur. Donc ça par défaut c'est l'aperçu. Ensuite vous pouvez avoir la connexion au réseau. Ça va être la vue du réseau. Combien d'importés, combien d'exportés vers le réseau. Et le détail heure par heure. Là on peut aussi voir un graphique type camembert sur quelle partie on a autoconsommé, quelle partie on a exporté. Et avec en bas le petit graphique pour la puissance actuelle. Toujours sur le réseau, donc ça c'est le graphique de puissance actuelle. Donc on peut voir en gris c'est ce qu'on consomme actuellement et en orange c'est ce qui est prévu. Le planificateur il pense qu'on va importer ou exporter. C'est grâce à ça qu'on va pouvoir prédire du coup quand est-ce qu'on va acheter via la batterie ou quand est-ce qu'on va exporter l'énergie. Donc ça c'est pour la puissance solaire, donc on peut voir la puissance actuelle, la puissance qui a été produite aujourd'hui sur la journée. À droite du coup là on voit la courbe de puissance, et en bas pareil, on voit l'énergie produite en kilowattheure par heure. Ensuite, tout en bas il y a les sous-appareils, comme vous pouvez le voir, là on appelle SolarEdge. Vous avez trois onduleurs, vous pouvez voir chacun des onduleurs. SolarEdge, SMA, Woodwing, vous avez toute la liste. Ensuite, si vous cliquez sur l'appareil, vous avez le détail par appareil. voilà. Vous pouvez mettre des appareils en favori. Ensuite, planification. Donc, en haut, on a la capacité prévue du réseau. Donc ça, c'est la courbe qu'on a vue tout à l'heure. La courbe du réseau. Donc, en gris, c'est la courbe. Et en orange, du coup, c'est ce qui est planifié par le planificateur. Ce qu'on va prédire. On va essayer de prédire, du coup, la consommation et l'exportation du réseau, donc le compteur d'énergie. En dessous, on va avoir le prix de l'énergie, donc en centimes par kilowattheure. En gris, le prix de vente, qui est toujours inférieur au prix d'achat. Et au-dessus, en orange, le prix d'achat. Et donc ça, ces valeurs, elles sont heure par heure. Mais il me semble qu'en juillet, en août, ça va changer parce que le prix des PEC, il sera plus en heure. Ensuite, du coup, les paramètres. Dans les paramètres, on peut sélectionner un contrôleur parmi tous les contrôleurs reliés au compte. Dans les paramètres, on peut sélectionner un contrôleur parmi tous les contrôleurs reliés au compte. Là, on peut voir, par exemple, on a 1, 2, 3, 4, 5 contrôleurs sur lesquels on peut choisir. Et dès qu'on switch le contrôleur,
Donc paramètres de coût de l'énergie, donc là on peut sélectionner soit tarif dynamique, soit tarif fixe. Tarif dynamique, du coup on peut mettre des facteurs sur le prix de l'EPEX. Ensuite on peut mettre des coûts fixes sur la consommation d'énergie, des coûts fixes pour le réseau. Ensuite on peut mettre un facteur différent en fonction du prix pour la consommation ou du prix pour l'injection. Et encore une fois, du coup, on peut mettre des prix pour l'injection et des. Du coup, sur l'application, vous pouvez aussi régler du coup minimisation des coûts, maximisation de l'autoconsommation, réduction en click shaving ou contrôle exclusif sur l'API. Donc comme c'est les mêmes paramètres qui sont là, sauf qu'on peut aussi les trouver au niveau de l'application. En dessous, on peut aussi modifier du coup les contraintes de puissance. Donc puissance maximale autorisée en injection et en import. Ensuite, on peut aussi du coup gérer la valeur, la différence de prix pour l'optimisation des coûts, si jamais on décide de tarif dynamique. On peut spécifier du coup la consommation pour les véhicules électriques dynamiques. On peut spécifier du coup la consommation pour les véhicules électriques. Si jamais on spécifie des règles de recharge sur les bornes, si on veut charger par exemple X kilomètres à la fin de la journée, ainsi qu'une capacité. Donc ça, ce sera la nouvelle formule qui sera bientôt déployée sur l'application. Donc au lieu de mettre à la main comme on l'a vu précédemment ici, on pourra appliquer la formule. Oui, parce que ça revient au même, hein. Ça revient même, mais c'est plus simple pour l'utilisateur d'appliquer la formule. Généralement sur les contrats c'est présenté sous forme de formule. Généralement sur les contrats c'est présenté sous forme de formule. Donc, comme ça. Et du coup là il y aura une formule pour la consommation. C'est l'exemple pour le prix d'un tarif dynamique. Donc du coup on fait 2% en plus de l'Apex Spot, plus un prix fixe de 1. Si vous voulez faire du coup de la marque blanche, white labeling, personnaliser du coup le nom de domaine, identifier en messagerie, faire des modèles d'email personnalisés, et du coup changer les logos et les couleurs dans l'application. Ainsi que du coup des gravures sur les contrôleurs si jamais vous mettez le nom de votre marque, et vendre le gravure sur les contrôleurs si jamais vous mettez. Donc là c'est la partie Smart X, donc c'est la vue installateur. On peut voir toutes les alarmes par rapport aux sites qui sont installés. Par exemple, genre, si un site n'a pas produit la veille ou s'il n'a pas produit depuis le matin, on peut lever des alarmes par rapport à ces choses-là. On peut voir du coup la production par ces choses-là. On peut voir du coup la production par site par an, la production par site sur la veille, hier, les capacités de production de chaque installation. Donc là, si on clique sur un site, on peut voir du coup la liste des menus, donc la navigation, aperçu, la liste des onduleurs, les liens. Donc les liens, c'est les groupes, comme on vous a montré dans l'application, où est-ce qu'on a le compteur d'énergie, ensuite on a le tableau, et après on a tous les onduleurs. Donc si on clique sur un site et qu'on va dans l'aperçu, donc là on verra la courbe de puissance de ce site-là. Donc en bleu, c'est la production. Et en dessous, du coup, on peut voir la production par heure en kilowattheure. Bon, ça, du coup, c'est les paramètres pour chaque site. On peut mettre par exemple, des contacts, on peut mettre des remarques sur le site. On peut changer le nom, mettre un nom personnalisé pour chaque site. On peut directement gérer l'emplacement du site, les prévisions de production. Donc ici, en mettant la puissance installée en kilowatts crête, ça nous permettra de mieux prédire la consommation via la météo. Donc c'est utile de le renseigner pour chaque site. La gestion des utilisateurs. Donc on peut créer des comptes installateurs, des comptes administrateurs, on peut créer des comptes clients. On crée un rôle en ajoutant un membre. Et du coup, pour chaque rôle, on peut lui donner accès à certains contrôleurs. Ça, du coup, c'est la liste des alarmes. Puisque du coup, nos contrôleurs remontent des alarmes si jamais on voit qu'il n'y a pas de puissance, si jamais il y a des pertes de connexion avec un onduleur, on remonte des alarmes. Et du coup, là, on peut voir la liste de toutes les alarmes qui ont été levées. Bon, si on a un onduleur qui se met en faute, qui lève une alarme, on peut la récupérer directement ici. Dépannage. Donc, si vous essayez d'ajouter dépannage. Donc, si vous essayez d'ajouter un appareil, mais qu'on ne le trouve pas,
Donc en TCP, donc si l'adresse IP est introuvable dans l'aperçu, dans ce cas-là, il faut vérifier que le contrôleur et l'appareil sont sur le même réseau. Si la connexion est refusée lorsqu'on scanne, dans ce cas-là, il faut vérifier que le Modbus est bien activé sur l'appareil et que le port utilisé est ouvert. Généralement, si l'appareil donne une réponse incorrecte, dans ce cas-là, c'est sûrement une mauvaise adresse Modbus. Toutes ces informations qui sont là, vous pouvez aussi les retrouver sur la documentation. Il est marqué du coup dans la partie troubleshooting, que faire en cas de scan invalide, le principal de l'appareil. Et si jamais il invalide, le principal de l'appareil. Et si jamais il n'y a aucun appareil qui est trouvé, dans ce cas-là, il y a plusieurs possibles. Soit c'est l'adresse Modbus, soit c'est le port TCP qui est incorrect, soit l'appareil sélectionné, ce n'est pas le bon. Imaginons on a sélectionné la bonne marque mais pas le bon modèle, dans ce cas-là, ça sera un autre protocole qui sera utilisé, et dans ce cas-là, on ne pourra pas trouver l'appareil. Voilà. Donc là, on peut voir un exemple. Si on essaie d'ajouter un appareil et qu'on voit Connection Refused, il y a plusieurs possibilités. Soit on n'a pas sélectionné la bonne adresse IP, et dans ce cas-là, imaginons que sur le onduleur, on a sélectionné un ordinateur ou les caméras, du coup, forcément la connexion ne sera pas. Soit le port qu'on voit ici, le port 500 ne sera pas. Soit le port qu'on voit ici, le port 502, n'est pas ouvert. Donc soit Modbus n'est pas activé sur l'appareil. Ensuite, du coup, pour la partie RTU RS485, si jamais il est marqué No Device Found, ça peut être soit l'adresse Modbus, soit ça a des problèmes au niveau des paramètres de connexion, tels que le baud rate, les bits de parité, les bits d'arrêt, ou alors c'est peut-être la connexion de Modbus, les ports A et B qui ont été inversés, dans ce cas-là, il faut la connexion de Modbus, les ports A et B qui ont été inversés, dans ce cas-là, il faut les tester en les inversant. Et ensuite, là, pareil, on peut le voir, on a essayé de lire le registre fréquence Hertz sur l'adresse 79, on voit qu'on n'a pas reçu de réponse, ça veut dire que c'est potentiellement sur une autre adresse bus, ou alors que c'est pas le bon appareil. Donc là, dans la page appareil sur votre contrôleur, vous voir les listes des appareils ainsi que les statuts. Donc dès qu'on va récupérer les mesures, on va aussi récupérer les statuts de l'appareil. Donc ici, il n'y a aucun problème, on ne marquera aucun problème détecté ou alors succès. Et on va aussi récupérer du coup, comme je vous l'ai dit, les codes d'erreur et les alarmes de l'appareil. Et on va aussi récupérer du coup, comme je vous l'ai dit, les codes d'erreur et les alarmes de l'appareil. Donc si jamais par exemple il y a un problème de surtension ou quoi, et que l'appareil nous le remonte, on pourra l'afficher ici. En mesure, par exemple, ça sera marqué code de... Si votre appareil n'est pas pris en charge, ça veut dire que le protocole n'a pas été développé pendant ce moment. Et dans ce cas, il faut aller sur le formulaire suivant, le remplir, nous transmettre le protocole chez PDF ou Excel. Et dans ce cas-là, on se chargera d'implémenter le protocole dans les semaines à venir, afin de le rendre disponible. Là, on voit du coup, ça c'est le formulaire, le nom de la compagnie, etc., nom du contact, email. Ensuite, vous spécifiez c'est quoi la catégorie, donc si c'est batterie, onduleur, si c'est un charge véhicule électrique. Vous mettez la marque, le modèle, et ensuite vous pouvez nous transmettre le protocole. Vous spécifiez si c'est du Modbus, si c'est un protocole API, ou si c'est du OCPP. Ensuite, il faut aussi spécifier du coup si c'est uniquement pour monitorer, donc juste lire les valeurs, ou c'est aussi pour le contrôle. Ensuite, vous spécifiez la liste des registres Modbus et les informations supplémentaires si nécessaire.